Pour un document choc dans l'enfer du Nigeria. Philippe Lespinasse nous entraîne dans l'un des deltas les plus dangereux du monde, là où coule le pétrole, le sang du Nigeria. C'est comme une île au large de tout, à laquelle on accède uniquement par hélicoptère. Ancrée à plus de 200 km des côtes du Nigeria, une usine flottante unique au monde, grande comme 8 terrains de football, qui préfigure ce que va devenir la recherche pétrolière. L'énorme embarcation est elle-même au cœur d'un dispositif plus large qui consiste à aller chercher du pétrole toujours plus profond dans la mer, de plus en plus loin aussi de la situation explosive qui règne à terre. Sous-marins, plateformes et bateaux de forage, sur une carte, un petit rectangle nommé Akpo. Ici, une zone de quelques kilomètres carrés qui représente un nouvel Eldorado. Au milieu, flottant comme une reine mère, le ventre plein d'un trésor que le monde entier convoite, le vaisseau amiral de la compagnie Total. Bonjour. Puis-je voir vos cartes d'identité, s'il vous plaît? Sur Akpo, on est loin de tout, mais tout est sous contrôle. Et vous fouillez tous les sacs, hein? Tous les sacs. Ah ouais? Tous les sacs qui arrivent et qui partent. Même ceux des gars que vous connaissez, avec lesquels vous travaillez depuis 4 ans, vous devez leur fouiller leurs sacs? Même ceux-là, y compris le chef de site. Ok. Et vous cherchez quoi, a priori? Toutes les choses interdites, comme drogue, armes, couteaux et tout ce qui est interdit en offshore. Situé dans le golfe de Guinée, pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria représente à peu près la surface de la France et de la Belgique. C'est le sud du pays, la région du delta du Niger qui attise toutes les convoitises. Une insulte géologique qui regorge de pétrole d'excellente qualité. Accordé à des compagnies pétrolières du monde entier, des milliers de forages percent le sol du pays, à terre comme en mer, reliés entre eux par des conduites qui sillonnent la mangrove et la mer dans tous les sens. Le Nigeria est aujourd'hui le premier pays producteur de pétrole d'Afrique, théâtre d'un banquet entre compagnies. Arrivé avec l'hélicoptère et après la fouille réglementaire, Patrick Otigba, le chef de site, vient prendre la relève de son collègue Jean-François, son back-to-back en langage offshore. Ingénieur devenu directeur, de père nigérian et de mère maltaise, Patrick Otigba est un des rares salariés africains de la compagnie à occuper un tel poste. Planifié, on devrait faire 163 000 barils pour le mois prochain, là, tous les jours. À bord, nous traitons d'importants volumes de pétrole, très inflammables, beaucoup plus inflammables que le pétrole classique. Nous avons aussi d'importantes quantités de gaz sous haute pression. C'est un système mécanique et nous pouvons avoir des fuites. Une fuite peut s'enflammer, c'est le plus grand risque. Tout le monde doit rester très vigilant, parce qu'un feu à bord pourrait tourner au désastre. Donc il faut faire attention et être en permanence sur le qui-vive, parce que on ne peut pas s'échapper. Hein. On est sur 300 mètres de longueur, mais on est sur des citernes, quoi. Le nom lui-même de FPSO veut dire usine flottante de production, stockage et transbordement. C'est une usine en pleine mer qui raffine et stocke du pétrole. Le gaz, nous l'envoyons directement à terre, sans le stocker longtemps. Première des tâches, le tour du propriétaire. Patrick Otigba nous fait une petite visite de sa cathédrale de tuyaux. Ici, c'est le niveau inférieur, et dessous, ce sont les citernes.
Un des problèmes que nous avons sur ce type de vaisseau pétrolier destiné à rester longtemps en mer, c'est la corrosion des installations. La corrosion est très difficile à réparer, car il y a le pétrole juste en dessous. Il est impossible de découper un morceau, poncer, ou même faire un trou à cause des risques d'explosion. Et ici, nous avons les bateaux de sauvetage et les radeaux de survie au cas où. S'il y a un problème, il faut pouvoir s'échapper en quelques minutes. Nous avons pu accéder pour la première fois à cette installation, incroyablement technologique et très risquée. À bord, 240 hommes, tellement perdus dans l'entrelac de tuyaux qu'on ne croise presque jamais personne. Le FPSO est une citadelle de tubes, vannes et coudes au cœur desquels coule le précieux liquide. En dessous, des dizaines de conduites qui vont jusqu'au fond de la mer et qui aspirent le pétrole. On dirait que les travailleurs ici sont les figurants lointains d'un énorme mécano, protégé par l'armée et surveillé en permanence par de multiples caméras. Un exploit technologique, certes, mais dans un contexte politique paranoïaque. Ainsi, 24 heures sur 24 autour du FPSO, 2 patrouilleurs de la marine nationale nigériane montent la garde, sous l'autorité d'Antonio Jurko. Reconverti dans la sécurité après 22 ans dans l'armée, 22 ans de bonheur, comme il dit. C'est lui qui fouille les sacs, organise les rondes et supervise tous les mouvements autour de la base. Alors ici c'est l'AMOC, le Akpo Marine Operations Center, où on surveille tout le champ d'Akpo grâce à ce radar qui permet de contrôler toutes les arrivées des bateaux, de savoir quel bateau arrive et surtout de repérer un écho suspect qui n'est pas prévu d'arriver sur le field. Alors, toutes ces caméras, ce sont des caméras qui contrôlent les accès, ici, et l'intérieur du FPSO. Mais ça fait beaucoup de mesures de sécurité pour extraire du pétrole, non Ce sont des mesures nécessaires au Nigeria. Ah ouais. Au vu des menaces qu'il y a au Nigeria, la piraterie, l'abordage, la malveillance, l'espionnage et une intrusion d'un bateau dans la zone d'exclusion maritime. Toi, t'es armé ici, à bord? Je ne suis pas armé à bord. Il n'y a pas d'armes à bord. Même toi, t'en as pas? Non. Non. Si les mecs qui grimpent le long de la chaîne, là par exemple, là, ici, là, et puis qu'ils ont des armes, des mitraillettes par exemple, comment tu fais? Donc je le verrai. Donc il y a des mesures qui seront prises, qui sont prévues pour ça. Il n'y a pas d'armes à bord et la situation est sous contrôle. Je répète, la situation est sous contrôle. Le village d'Amariare est un petit village de pêcheurs, installé sur l'île de Boni, juste à l'embouchure du delta du Niger. C'est là, justement, qu'arrive par un pipeline installé au fond de la mer, le gaz envoyé depuis la plateforme FPSO. S'il n'y avait pas l'usine, le village d'Amariare serait un petit village très typique, avec des cases ou des cabanes aux toits en feuilles de palme, des rues en sable, de la musique qui sort des radios à piles, des commerces à ciel ouvert, des enfants qui galopent partout, une partie de football en cours et le retour des pêcheurs avec la marée. Tout irait bien si à côté, juste à côté, protégé par des barbelés, on n'envoyait pas par millions de mètres cubes du gaz et du pétrole extrait du sol en direction des pays les plus développés du monde. Tous les jours, 24 heures sur 24, ils chargent du gaz qui part à l'étranger. Il y en a pour des millions de dollars, mais rien pour nous. Pas $1, rien. Nous habitons juste à côté du terminal, mais nous n'avons rien du tout de la compagnie. Et ce bateau qui s'approche, il sera bientôt rempli? Celui-là sera bientôt rempli.
est remplacé par un autre. La rotation ne s'arrête jamais. 24 heures sur 24, oui. Tous les jours. Sur le petit port, au moment de l'arrivée des bateaux, les géants avec du gaz, les petits avec du poisson, ce sont deux mondes qui se côtoient. On dirait que le gros fait un bras d'honneur aux petits. Nous donnons l'argent aux autres, au monde entier, au lieu de le garder pour nous. Mais les compagnies emploient des travailleurs nigérians. Oui, comme ouvriers de base. Ou comme travailleurs intérimaires. Les bons boulots ne sont que pour les blancs, les expatriés. Nous, il ne nous reste que les boulots les plus merdiques. Et pour moquerie suprême, il n'y a bien sûr pas de gaz dans le village. Pour fumer le poisson et faire sa cuisine, on va chercher du bois dans la forêt. Au-dessus du terminal, juste à côté, les cheminées qui brûlent le gaz en permanence évitent ainsi les surpressions, nous dit-on. Ça leur fait une belle jambe aux villageois, la surpression. C'est le puits du village, le seul endroit où nous pouvons trouver de l'eau potable. En saison sèche comme maintenant, le puits est à sec. Il n'y a d'eau qu'à la saison des pluies. À la saison sèche, les gens sont obligés d'acheter leur eau, qui vient par camion. Maximum 20 litres par personne. Au large du village, les ingénieurs et les techniciens du FPSO continuent d'extraire du pétrole loin de la terre car c'est leur job. Au cœur de l'extraordinaire machinerie, un bout de tuyau. Et dans une petite fiole, le fameux liquide marron. On dirait le Graal du monde. Donc voilà, l'huile après-traitement. Donc c'est un condensat, c'est un brut très très léger. Je vous dis, on est déjà à plus de 2000 mètres de fond et on arrive à sortir quelque chose, comme vous avez vu, relativement facile. Ça sert du robinet, mais ce qu'on appelle, c'est le sang du Nigeria. Ça. Le sang du Nigeria. Voilà, il est de cette qualité-là. Il faut aller le chercher de plus en plus profond. Maintenant, tous les futurs gros projets se situent ceux-ci à très très grande profondeur. Donc ça va demander des technologies gigantesques comme ça, de plus en plus de technologies, de plus en plus d'évolution technologique pour aller chercher le pétrole encore plus profond. Ce qui est très important pour la commercialisation de ce pétrole, c'est d'autres caractéristiques. Bien sûr, il ne faut pas vendre un mélange d'eau et de pétrole, parce que l'eau, ça ne coûte pas cher, le pétrole, ça coûte cher. Et quand on va charger notre pétrole produit sur un tanker, à chaque fois, on doit s'assurer qu'on a un minimum d'eau. Moi, j'appelle ça, c'est le sang du Nigeria, parce que c'est leur matière première, c'est leur produit. Nous, on est là pour les aider à l'exploiter. Et pour moi, c'est le fruit de leur histoire. Justement, on parlait d'histoire avant. C'est le fruit de leur histoire. C'est grâce à ça que grâce à leurs millions d'années d'histoire, voilà. Et puis ça permet d'alimenter leur, j'espère, de manière efficace leur économie. Malgré ça, il y a quelques soucis, mais c'est. Mais si de votre point de vue, on peut aussi comprendre qu'il y a des mecs qui veulent vous attaquer. Oui, mais il va falloir couper ça aussi, je sais pas, non mais... Mais je posais des questions de jeu, après tu réponds, pas. Mais je réponds, non mais moi personnellement, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas.
À terre, nous déjouons des contrôles militaires afin de filmer ce qu'il est totalement interdit de filmer sous peine d'arrestation et de gros problèmes. Célestine Akpobari, responsable d'un mouvement de protestation qui dénonce les ravages environnementaux des compagnies pétrolières, veut nous montrer quelque chose. Le pipeline est juste dessous. Nous pouvons avancer. Ça brûle comme ça depuis 1958. Au bout d'une conduite perdue dans la nature, un énorme feu. L'odeur de gaz est insoutenable, la chaleur à 500 mètres déjà intenable. Mais je croyais qu'il était interdit de brûler du gaz. Oui, il y a une loi votée par le gouvernement en 2005. Mais Shell ne tient pas compte de cette loi. Et le gouvernement n'a pas les moyens de les obliger à respecter cette règle. Il continue à brûler du gaz en violation des lois de ce pays. C'est comme un monstre. C'est bouillant, ça pue et ça émet un son terrible. C'est un monstre. C'est pire qu'un monstre. On brûle ici. Tu as senti la chaleur de loin? C'est comme si j'étais en enfer là maintenant. Je suis en enfer. Tu sens? C'est le feu de l'enfer. C'est un exemple typique de ce que le delta du Niger supporte, à cause de l'extraction du pétrole. Il y a d'autres torchages comme celui-ci dans le delta? Il y en a partout. Partout où on extrait du pétrole, on brûle le gaz qui remonte avec. Parce qu'il est moins cher de le brûler. Il est moins cher de le brûler que de le remettre dans le sol ou de le convertir en électricité. Mais ça brûle, on crame. On va mourir là. Putain de feu. Des experts disent que le gaz brûlé au Nigeria pourrait subvenir à lui seul aux besoins en énergie de tout le continent africain. Ce sont des milliards de mètres cubes que nous sommes allés chercher dans les entrailles de la Terre qui partent nuit et jour en fumée. La fameuse surpression dans les tuyaux. En réalité, les compagnies gagnent tellement d'argent avec le pétrole qu'elles ne se soucient même pas d'exploiter le gaz qu'elles pompent en même temps. Les torchages massifs entraînent aussi des pluies acides et l'eau du ciel n'est plus potable. La garnison chargée de surveiller le site a eu vent de notre visite. Nous passons plusieurs heures à négocier, parlementer, nous expliquer au téléphone avec des hauts gradés. La notoriété de Célestine et son travail avec Amnesty International notamment nous permettront de nous en sortir. Ancien ouvrier agricole, Célestine est le leader du MOSOP, le mouvement pour la survie du peuple Ogoni. Son fondateur, l'écrivain Kensaro Wiwa, dénonçait à la fois la dictature en place dans les années 80 et les méfaits de la compagnie Shell, première des compagnies installées au Nigeria. Dans un simulacre de tribunal qui l'accusa de meurtre, et malgré les manifestations et l'émotion du monde entier, il fut condamné à mort et pendu avec 8 autres membres du mouvement. Ici, il y a Shell, Ajip, Chevron et d'autres compagnies, rien que pour les villages de cette zone. Dans toutes les communautés du Delta, les compagnies essayent de semer la division, entretiennent des situations de crise, afin que la population ne se rebelle pas collectivement. Ils savent que si les communautés se mettent ensemble, s'organisent, commencent à négocier et argumentent, ce sera moins facile. Protégée, entourée en permanence, Célestine n'a pas de voiture, pas d'adresse et pas d'enfant. Qui entrave la production de pétrole au Nigeria est menacée de mort. Le village d'Okrika, lui, est traversé par une autoroute de tuyaux même pas enterrés. Au milieu, c'est du diesel. Là, c'est du fuel. Le dernier, c'est du pétrole brut. Voilà ce qu'on a devant chez nous.
Nous vivons sur une terre pleine de pétrole, mais on n'en touche aucun bénéfice, rien de rien. Regarde, il y a 2 mois à peine, une de ces conduites a explosé, qui a détruit une partie de l'église. C'est hyper dangereux d'habiter là, juste devant. Regarde. Nuit et jour, ça fuit. Et les hommes qui travaillent à la raffinerie, ils le savent, mais ils s'en foutent. Regarde, il y a du pétrole partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu une énorme fuite qui a tout dévasté. En pleine nuit, on est arrivé là, la forêt avait pris feu, tout a brûlé. Ça a coulé longtemps. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne nous a rien dit. Les gens de chez Shell sont venus, puis sont repartis. Mais nous pêchions ici. Il y avait de quoi nous nourrir. Mais il n'y a plus rien ici. C'est mort. Plus de poissons, condamnés pour toujours. Quand les gens de Shell sont venus, la fuite était énorme. Ils ont dit que c'était du sabotage. Ils ne veulent jamais payer les frais de dédommagement. Ils invoquent toujours le sabotage. Il ne s'agit pas de faire des amalgames. Toutes les compagnies ne se comportent pas ou ne se sont pas comportées aussi mal que Shell au Nigeria. Elle est juste la pire d'entre toutes. Au large, Total nous laisse aller d'installation en installation. Le Jack Ryan est un bateau immobile, positionné par satellite, qui ressemble avec son derrick et ses tuyaux aux images stéréotypées que nous avons du forage pétrolier. Sous le bateau, 3000 mètres d'eau et les poches de pétrole à 2000 mètres encore sous la terre. Un bruit d'apocalypse, des conditions dures. Il y a quelques mois, une grue a embarqué 3 gars dans la mer. Bilan, 1 mort. Pour les Nigérians embarqués, les salaires sont uniques. On gagne très bien sa vie dans le pétrole, que l'on soit blanc ou noir. Bien sûr que c'est dur, mais on a besoin de fric. Bah oui, c'est pas facile comme vie. Ah non, c'est pas facile. L'argent, il est facile à claquer, mais pas facile à gagner, non? Le Nigeria est un grand pays qui nourrit les autres pays. C'est vrai, non? Tu m'as bien entendu? Ouais, je te le dis, le Nigeria est un grand pays qui nourrit les autres, mais qui fait souffrir son peuple. Pourquoi? Ailleurs, je sais pas, mais ici, c'est comme ça. À l'étage en dessous, on voit très bien une conduite plongée dans une piscine au cœur du bateau. C'est le cordon ombilical fixé au fond de la mer. À l'intérieur, on glisse les tiges qui vont forer jusqu'au gisement.
Quand le pétrole est atteint, on installe sur le forage une sorte de vanne géante, grande comme un immeuble de plusieurs étages, et à laquelle les ingénieurs ont donné un joli petit nom. Là, on est devant une Christmas tree. C'est l'arbre de Noël, quoi. Oui, c'est l'arbre de Noël, c'est la tête de pluie dont Richard est spécialiste ici à bord. L'arbre de Noël va rester au fond de l'eau pendant 25 ans, tant que le puits produira. C'est de l'étage supérieur que partiront les conduites. Ici, nous sommes juste sous l'embase. Le gros tuyau que tu vois là sera connecté au forage et servira pour le passage du pétrole. Le prix du baril en ce moment est à 75 $, je crois. Et ça monte. On espère que ça va continuer à monter afin de faire encore plus de bénéfices. Oui, c'est un bon investissement. Celui-ci, c'est le 25e arbre de Noël que nous allons installer sur Akpo. Nous avons commencé en 2007. Il y en aura plus de 40 au final. À votre avis, il faut combien de temps pour rentabiliser un investissement comme celui-ci? 2 ou 3 ans? Seulement. C'est rapide. Oui. Et après? Et après, on gagne de l'argent. Voilà. À terre, Célestine continue sa croisade et nous montre un endroit incroyable mangé par la végétation. C'est un panneau qui indique le premier puits de pétrole qui a été foré dans le delta du Niger. Le puits d'Oloibiri, le puits numéro 1, foré en juin 1956, à 2000 pieds, soit 600 mètres. Voilà ce qu'il reste du premier puits de pétrole découvert au Nigeria. Depuis, ils ont gagné des milliards de $. En fait, le pétrole a été une malédiction pour nous. Tu as vu l'état d'abandon de l'endroit. Quand un puits ne produit plus, ils s'en vont. Ce qu'ils veulent, c'est le pétrole et le fric. Le pétrole et les milliards. Dès que c'est fini, ils abandonnent tout le monde, après avoir pompé la terre jusqu'à la dernière goutte. Nous n'avons pas encore vu le mieux, perdu au milieu des broussailles à quelques mètres de là. En guise de compensation pour la communauté d'Oloibiri, où l'on a trouvé du pétrole pour la première fois, le président de la République de l'époque, en mars 2001, a promis qu'on allait construire ici un centre de recherche autour du pétrole et du gaz. Ici même. Il a posé la première pierre. Ça veut dire que le boulot était supposé commencer le lendemain. Mais voilà l'Institut. Le centre de recherche du pétrole et du gaz du Nigeria. Tu peux venir et y faire des recherches si tu veux. À l'intérieur, il y a plein de monde qui travaille. Tu rentres, tu passes par la porte, juste là, et tu t'installes à un bureau. Et c'est le président qui a lancé ça. Pas un assistant, pas un ministre. Le président de la République lui-même. Et voilà. Port Harcourt, 3 millions d'habitants et ville principale du delta à la croissance exponentielle. Les expatriés comme les Nigérians qui travaillent sur les plateformes résident souvent ici quand ils sont à terre. Nous sommes dans la voiture de Patrick Eyito, que nous avions rencontré sur le FPSO. Chef de la salle de contrôle, un gros poste. 15 jours en mer, 15 jours à terre, il nous avait proposé de passer le voir chez lui. Pour l'heure, Patrick part chercher ses enfants à l'école. Nous pourrions nous payer un chauffeur pour aller chercher les enfants, mais c'est devenu difficile de faire confiance. Il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles les gens qui travaillent pour vous sont mêlés à des affaires de kidnapping. Les chauffeurs, les femmes de ménage. Ils kidnappent les enfants. C'est devenu un moyen de gagner de l'argent ici. Devant l'école, chacun essaie de se garer le plus près possible.
Sécurité maximum. Des voitures entrent même dans la cour. Patrick va jusque dans chacune des classes chercher un par un ses 3 enfants. Au début, les preneurs d'otages s'en prenaient aux expatriés. Mais c'est devenu difficile, car les expatriés vivent dans des endroits protégés, extrêmement sécurisés. Les Nigérians qui travaillent dans le pétrole ne vivent pas dans les mêmes conditions, eux. Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes pour leur sécurité. Tu dois faire attention tout le temps, à toi, à ta famille. On ne sort pas à moins que cela soit vraiment nécessaire. On ne sort jamais tard le soir. On fait tout le temps attention autour de nous. Oui, on fait tout le temps attention. Arrivé dans la maison, hyper sécurisé comme une petite forteresse. À l'extérieur et à l'intérieur. C'est une porte de sécurité. Par l'œilleton, on peut voir de l'autre côté. Même les portes intérieures de la maison sont toutes des portes de sécurité? Ah oui, toutes les portes, oui. Et ici, en haut de l'escalier, nous avons en plus ce portail qui protège les chambres. La nuit, on le ferme à clé. C'est dans le cas d'une intrusion. On peut toujours rester là et appeler la police au cas où. Patrick et son épouse disent qu'on s'habitue, que l'état de veille devient une seconde nature. Quand Patrick quitte la tension de son travail à haut risque, il se confronte à une autre tension à terre. La famille Eyito est une famille très aisée. Il quitte le pays pendant les vacances pour se reposer. J'ai entendu des gens dire que le pétrole n'était pas une chance pour le Nigeria, mais une malédiction. Qu'en pensez-vous? C'est à cause de tout ce qui se passe maintenant. La malédiction, ce sont les militants, les kidnappings et le fait que nous extrayons du pétrole sans jouir d'aucun développement. Le gouvernement ne fait pas grand-chose pour que la situation s'améliore. Et c'est pour cela qu'on peut parler d'une malédiction plutôt que d'une bénédiction. Ce dont parle Madame Eyito, c'est ça. Les militants du MEND, mouvement pour l'émancipation du delta du Niger. Des groupes de guérilleros surarmés qui attaquent les sites pétroliers, font sauter des pipelines et kidnappent les travailleurs du pétrole. Ils se cachent et s'entraînent dans la mangrove. Leurs chefs sont dans les grandes villes ou à l'étranger. Tirant leurs revenus de la vente d'armes, de la contrebande de pétrole et des rançons extorquées aux compagnies étrangères, ils s'en prennent directement aux forces de l'ordre au cours d'échanges qui se terminent par des morts des deux côtés. Après de multiples tractations, au cours de nos différents voyages, nous avons pu entrer en contact avec les militants du MEND. Ils ont accepté de témoigner dans un lieu tenu secret après nous avoir bandé les yeux pendant le trajet. Dans une pièce aux fenêtres et aux portes condamnées, nous avons rencontré ceux qui terrorisent les employés des compagnies pétrolières et qui réussissent par leurs attaques à fragiliser la production. L'homme qui va nous parler se fait appeler le commandant Rambo. La situation dans le delta ressemble depuis 50 ans à celle de l'époque de l'esclavage. Le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger se bat pour libérer notre peuple de cette oppression. C'est une forme de nouveau colonialisme. Ils utilisent les mêmes très anciennes recettes pour maintenir leur pouvoir. Diviser et corrompre pour régner. Nous sommes comme des jouets entre leurs mains, aujourd'hui comme avant. Les compagnies pétrolières achètent les chefs locaux, les gouverneurs, et ils suppriment les droits des gens. Ils suppriment leur liberté.
Notre seul moyen, c'est de forcer les autorités à faire les choses de manière plus juste. Si nous attaquons les sites pétroliers et que nous perturbons la production, cela gêne le gouvernement et cela gêne les compagnies pétrolières. Il faut leur faire peur et les forcer à changer d'attitude. Êtes-vous en mesure d'aller loin en mer? D'attaquer une plateforme au large, par exemple? Si nous décidons de le faire, nous le ferons. Les militants du MEND sont capables d'aller très loin avec leurs bateaux rapides et puissamment motorisés. À bord du FPSO, on les attend sans savoir quand ils viendront. Montant d'une rançon pour un expatrié, 50 000 $, 30 000 €. Les otages sont toujours rendus en bon état. Depuis son bureau, Patrick Otigba est en liaison plusieurs fois par jour avec les bureaux à terre. Ses comptes rendus sont comme un poème avec des chiffres. 22 mélanges pétrole, 12,5 exports de gaz, production de gaz 13,15 millions de mètres cubes, on a réinjecté 5,41 millions, ça devrait suffire, l'objectif était de 5,8. Export de gaz 7,2 millions. À nouveau, on est pas mal. L'objectif était de 7,1. Injection d'eau, 374 280 barils. Là aussi, ça va. L'objectif était de 369 200 barils. Activité de production, rien à signaler. Il y a un plan de nigérianisation progressive pour la majeure partie des postes de travail du FPSO. Peut-on imaginer qu'un jour, des Nigérians occuperont tous les postes? À bord? C'est possible, mais cela prendra beaucoup de temps. Peut-être une quinzaine ou une trentaine d'années. Parce que nous dépendons d'une technologie étrangère. Nous n'avons pas cette technologie au Nigeria. Contrairement à ce que pense Patrick, ils ont la technologie, mais pas les mêmes moyens. Notre promenade continue dans le delta pour une séquence que jamais personne n'a encore pu filmer. Nous embarquons depuis un village dont les habitants nous ont demandé de taire le nom, car leurs revenus ne proviennent pas tout à fait de l'économie déclarée. Le voyage à travers la mangrove et les innombrables bras du delta est effarant. Nous traversons d'immenses zones où le pétrole s'est répandu. Une épaisse couche d'huile noire qui recouvre toute la surface de l'eau et sous laquelle la vie a totalement disparu. Des kilomètres de mangroves sont ainsi touchés. Aucune mission scientifique, jamais, n'est encore venue dans ces territoires. Au-dessus des palétuviers se dessine une fumée dense et noire. Nous arrivons enfin. Quand nous approchons, des hommes s'enfuient en courant. Ceux de notre bateau les rappellent en les rassurant. Une raffinerie. Une raffinerie clandestine, à ciel ouvert. Des hommes distillent ici du pétrole brut, pieds nus, mains nues, dans la vapeur, le goudron et les risques d'explosion. Des hommes qui ont soudé entre eux quelques bidons afin de fabriquer des alambics et qui alimentent le feu en y jetant d'autres bassines de pétrole. Une scène apocalyptique sous des palmiers qui n'en peuvent plus. Les hommes vivent là, mangent là, dorment là et meurent, brûlés, goudronnés de l'intérieur.
Dans ce bidon, c'est du fioul. Regarde, je te montre. Là, c'est du fioul. Et à côté, c'est du kérosène. Mais c'est un raffinage différent? Non, tout vient du même alambic. Mais ce sont des étapes successives. Et là, c'est du diesel. C'est la dernière étape. Oui, le diesel est bleu. Quand le pétrole brut arrive, nous le mettons dans le système, on allume, et au bout d'un certain temps, le produit distillé commence à couler. Le plus pur, le plus raffiné, c'est le kérosène. Après, c'est le diesel, et après, c'est le fioul. À la fin, quand il ne reste à l'intérieur que du goudron, nous éteignons le feu, nous ouvrons les tuyaux et la matière restante peut sortir. Quoi dire? C'est sale? C'est dangereux? Dans un coin de mangrove à l'agonie, des pêcheurs transformés en bouilleurs de cru essaient juste de s'en sortir. Un cauchemar? Non. Une économie parallèle plutôt, qui s'est fait expliquer les bases du raffinage par des techniciens des compagnies. Mais d'où vient le brut? Et où vont ces produits raffinés? C'est une raffinerie locale qui nous évite de trop dépendre des grandes compagnies. Elles nous revendent le carburant beaucoup trop cher. Alors on fait ça pour se débrouiller, pas pour le plaisir. Chacun essaie de s'en sortir à sa manière. Des alambics coulent maintenant du pétrole raffiné bouillant. Les résidus et les goudrons non distillés seront jetés dans des trous creusés à même le sol pour alimenter une autre opération. En face de la raffinerie, des pirogues pleines à ras-bord de pétrole attendent leur tour. Ces pirogues servent à transporter le pétrole brut en vrac, directement. Comme des camions-citernes? Oui, comme des camions-citernes, en effet. Exactement. Parce que le pétrole brut vient d'assez loin. Et ce serait plus fatigant et moins rentable d'utiliser des bidons qui contiennent moins que la pirogue remplie à ras-bord. Ils remplissent juste le bateau comme ça? Oui. Il y en a beaucoup. Ils remplissent leur bateau et viennent ici faire raffiner leur pétrole. Mais après, où vendent-ils ce pétrole raffiné? C'est vendu au marché noir. Il y a des gens qui viennent de partout pour acheter le pétrole. Même des gens qui ne sont pas de la région. C'est un business qui a des réseaux très importants. Et ils font cela pour compléter la production nationale qui n'est pas suffisante. Nous sommes 150 millions d'habitants et nous n'avons pas une raffinerie en état de marche. Ces gars font cela pour assister la population. De loin en loin, sur la forêt, émerge une fumée qui signale une raffinerie. Il y en aurait des dizaines. Nous nous enfonçons encore un peu plus dans la mangrove. Mais d'où vient ce pétrole brut que les hommes raffinent? Comment se le sont-ils procurés?
route, des arbres de Noël abandonnés comme les vestiges d'un vieux mécano. Des terres brûlées qui ont servi de raffinerie. Des taches d'huile. Partout. Les hommes qui nous accompagnent ont pris des risques. Des chefs de village, des gens haut placés touchent des dividendes sur le raffinage clandestin. Mais le sentiment d'impasse, le point de non-retour les submerge d'indignation. Au bout d'un moment, nous nous arrêtons au milieu d'une plaque de bouillie noire. Rien en surface, juste un bout de tuyau en plastique qui émerge à moitié. La source est là. Dessous, il y a un pipeline très important qui traverse plusieurs régions du Nigeria. Il connecte des stations de forage avec le terminal de Bonny, que vous connaissez, à partir duquel on exporte le pétrole brut. La conduite est enterrée là-dessous. Mais quelle est la technique pour collecter le pétrole? Au départ, il y a une fuite qui apparaît en surface. On creuse alors le sol jusqu'à la conduite. On installe un tuyau sur cette conduite et on aspire ainsi le pétrole. Il y a du pétrole partout. Il y en a trop. C'est vraiment crade. Et la fuite ne s'arrête jamais alors? Quand ils ne s'en servent plus, ils l'arrêtent. Ils l'ouvrent la nuit quand ils viennent et la referment dans la journée pour ne pas se faire remarquer. Ah, c'est pas tout à fait une fuite alors. C'est un robinet? Oui, ils utilisent même des pompes. Ils utilisent même des pompes? Ils utilisent des pompes branchées sur des groupes électrogènes. Autour du forage bricolé, la mangrove est morte, mangée par l'huile. C'est de ce type de fuite plus ou moins aidée que proviennent les marées noires que nous avons traversées. Et nous apprenons que des ingénieurs ou techniciens à la retraite des compagnies pétrolières font eux-mêmes le boulot. Car l'opération nécessite un savoir-faire. Contre 2000 $, ils viennent avec leur matériel, percent le pipeline et installent un robinet. Le commanditaire de la piraterie devient alors propriétaire de son propre puits de pétrole et revend aux acheteurs en pirogue la matière qu'ils iront raffiner plus loin. Ainsi, le long des routes, ce sont des petites stations-service indépendantes faites de 3 ou 4 bidons qui ravitaillent les automobiles. Un marché noir florissant, basé sur le chaos et l'inventivité des hommes. En plein océan, c'est la dernière étape du processus. Une énorme bouée va servir de point d'amarrage et d'approvisionnement pour les supertankers venus du monde entier. À 200 km des côtes, les bricoleurs et artisans raffineurs ne viendront pas percer les tuyaux. Des lamaneurs sont chargés de l'opération, à la main et au crochet. Surveillés par 2 remorqueurs de haute mer, la manœuvre apparaît presque artisanale. D'abord, on immobilise le pétrolier avec des amarres. Après, nous allons chercher les tuyaux raccordés à la bouée et nous les rapprochons du tanker qui peut alors les hisser à bord. C'est pas évident quand la mer est forte. Mais là, aujourd'hui, c'est très tranquille. Il fait beau. La mer est calme. Vous savez combien de barils passent par ce tuyau chaque jour? Oui, 1 million de barils, c'est à peu près ça. Pour chaque pétrolier, c'est à peu près ça, 1 million. Parfois un peu moins. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui aide notre pays à se développer. Nous nous développons et nous progressons régulièrement. Le remplissage du tanker va prendre 3 jours et sera remplacé immédiatement par un autre. C'est comme si on entendait de grands
à travers le tuyau. C'est bon, on a fini. On rentre à la maison maintenant. C'est notre deuxième maison ici. On devrait presque dire notre maison principale. On y passe quasiment la moitié de l'année. Au large des côtes, 24 heures sur 24, le pétrole est pompé, traité, puis livré. Le monde a besoin d'énergie et nous n'avons rien trouvé de mieux. On envisage pour l'avenir des forages à plus de 5000, 6000 mètres de profondeur et de plus en plus loin de la terre et des regards. Dans la nuit, le FPSO est comme un feu d'artifice magnifique et immobile. Et j'ai une dernière question à poser. À bord, nous maintenons le principe de l'égalité entre tous, sans souci de l'origine ou du sexe. Il est très important d'éviter ce type de problème. Et jusqu'à présent, nous n'y avons pas été confrontés. J'ai entendu au cours du tournage des marins nigérians dire que le Nigeria nourrissait le reste du monde, enrichissait les compagnies pétrolières, mais était incapable de nourrir sa propre population qui restait pauvre. C'est triste. C'est injuste. Mais la vie est injuste. Les réponses de Patrick Otigba sont cruelles, mais justes. Ce n'est pas sa faute si le monde est ainsi fait. C'est la faute à personne et le prix du baril ne fera que monter. Le FPSO est une fusée lancée dans l'espace et les bonnes ou les mauvaises questions qui viennent de la Terre ne doivent pas la faire dévier de son objectif. C'est un beau métier de trouver de l'énergie pour les hommes. Le sang du Nigeria, un document de Philippe Lespinasse sur des images de Denis Bassompierre.